Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Vous avez choisi CCTV Kiosque. C'est le dernier rendez-vous de la semaine. Nous sommes vendredi 8 juillet 2022. On va parler actualité. Légère hausse de prix de produits pétroliers à la pompe ce matin. C'était imprévisible et finalement, le gouvernement cède face aux pressions de pétroliers. Une hausse de près des 150 francs congolais américains. Donc, le super passe de 2345 000 francs congolais à 2495 000 francs congolais à la pompe. Alors, les gaz pour sa part passe à 2485 000 francs congolais. Autre actualité sur cette hausse légère de produits pétroliers, l'exception est faite donc au carburant d'avions et des compagnies internationales pendant que le gouvernement maintient donc sa subvention à ce qui concerne les produits pétroliers. Il n'en est pas question pour les compagnies aériennes en ce qui concerne le carburant, mais aussi pour les compagnies internationales. Certainement que cette hausse légère n'aura pas d'impact significatif sur l'ensemble du coût au niveau du marché sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. On va faire quand même le point sur cette hausse. Je parle cette hausse, mais ça part depuis le mois de février, vous le savez. Il y a eu un déclenchement de cette crise ukraino-russe avec une perturbation sur le plan mondial. Mais la vraie question sur le plan endogène, c'est que comment le gouvernement attend pouvoir payer les trop-pleins par rapport aux pétroliers, afin que ceux-ci puissent passer leurs commandes à temps. Ces marchés, ce n'est pas un marché au coton, hein, comme on le dit. Il faut passer peut-être des commandes 2, 3, 4 mois avant pour penser être servi, pourvu que les systèmes d'approvisionnement ne soient pas perturbés. Il ne suffit pas que ça soit perturbé, mais il ne faut pas non plus que ces pétroliers puissent faire la rétention des stocks afin de créer la rareté. Doudou Montier me fait distraire ce matin, je ne sais pas pourquoi. Deuxième thème de l'émission, 24 heures après les sommets, ces mini-sommets de Luanda, l'air est à la restitution. Lutundula Mouyaya face à la presse, c'était hier dans le briefing qui est devenu d'ailleurs hebdomadaire. Lutundula fait des graves révélations à la suite de ce qui a été dit. C'est James Kabarebe, cité par Lutundula. Je l'avais dit il y a 2-3 jours. Lutundula nous donne raison aujourd'hui. Kabarebe dit donc à la délégation congolaise que vous nous accusez, nous, Rwanda, il n'y a pas que nous. Sultani Makenga qui attaque le Congo, il s'organise à partir de l'Ouganda pour vous attaquer, comme pour dire c'est l'Ouganda aussi qui vous attaque. Deuxième révélation de Lutundula hier devant la presse. Je vais terminer par là pour donner la parole aux invités. Le président Yoweri Kaguta Museveni appelle Félix Tshisekedi pour lui dire avec Kagame, nous pouvons obtenir les cessez-les-feux et les retraits des troupes de M23. Comme pour dire, conclut le VPM aux affaires étrangères, il y a une haute implication des autorités ougandaises et rwandaises dans cette crise à l'est du pays. Madame, Messieurs, c'est le menu de ce magazine. Innocent Olenga Lumbaye, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabongo, bonjour à tous les téléspectateurs de CCTV. Mon retour à vous, cher Innocent Olenga. Je vois cet ouvrage intitulé 20 ans de métier. 20 ans de marche sur les œufs. Oui. Dans le couleur Maki. Ça, c'est la plume signée Innocent Olenga. 334 pages. C'est à lire aux éditions et 10 livres. On dit des journalistes quinois et congolais qu'on écrit de moins en moins. À quand le baptême de ces livres, son vernissage? Mais qu'est-ce que vous dites dans ces livres? Le baptême de ces livres va intervenir le 23 de ce mois. Oui, ça c'est un rendez-vous pris avec tout le monde. Parce que je suis revenu hier au pays. Oui. J'ai passé 2 semaines à Paris. C'était juste pour attendre que je vienne moi-même avec un lot quand même de ces livres qui doit être lu. Et je vous dis d'emblée que c'est comme 24 heures chrono. Quand vous avez commencé à regarder 24 heures chrono, vous n'avez pas envie d'arrêter. Je ne me vante pas, mais c'est lui qui lira ces livres comme les petits premiers lots qu'on avait pour tenter. Vous poserez la question à tout ce monde-là, il te dira c'est 24 heures chrono. Qu'est-ce que vous dites dans l'ouvrage? En fait, ce n'est pas une autobiographie comme telle,
c'est une expérience. Ce n'est pas une histoire aussi linéaire. Ce sont des faits que nous avons vécus, des cas, des menaces, d'intimidation, tout ça. Comme professionnel des médias. Comme professionnel des médias. D'abord, le premier chapitre, je parle par exemple d'un cheveu qui tombe dans la soupe. Parce que dans ma vie, je n'avais jamais, je vous dis, dans tous les rêves que j'avais dans ma vie, aucun rêve n'avait lien au journalisme. Vous pensez aller à l'armée? Moi, c'était l'armée. Oui. C'est tout ce que j'ai rêvé. Vous avez été à l'EFO. J'ai été à l'EFO. Mais l'EFO. comment de l'EFO à la plume voilà, c'est pourquoi. Comme Mobutu de la presse à l'armée. Hein? C'est pour ça que le premier chapitre vous parle d'un cheveu qui tombe dans la soupe. Oui. C'est-à-dire, c'est un ami à Kananga. Bon, j'ai tenté l'EFO, ça n'a pas marché, la famille a refusé. Bon, la pression de la famille, un cadet ne peut pas faire l'armée. Pour la famille, les premiers coups de bas de l'ennemi, c'était sur moi. Donc, un cadet ne peut pas aller faire l'armée. Donc, la famille s'est opposée. Et pourtant, je vous assure, c'est que bon, moi, j'ai terminé à 18 ans. Mais j'ai perdu au moins 3 à 4 ans pour être inscrit à l'EFO. Parce qu'à l'époque, c'était un quota de 200 étudiants en première année. Mais la plus grande partie du quota venait de Kinshasa. Les généraux qui recommandaient les enfants. Alors, sur les 200 candidats, déjà 120 ou 150 provenaient déjà. Vous avez parlé de votre expérience pendant la MONUSCO. Oui, ici d'abord, il y a ces chapitres-là, mais vous trouvez aussi un chapitre à nuit avec ASA, qui était une agence spéciale de sécurité des aéroports, qui dépendait directement je ne sais pas si ces services-là existent encore. À l'époque, ils dépendaient directement de la présidence de la République. Et ces services-là a théorisé les gens à Kananga. J'ai eu des ennuis avec eux parce que j'ai écrit. Il y a aussi un chapitre là, une plume qui fait sauter l'inspecteur de la police. Là, c'est l'inspecteur provincial de la police. À cause ou grâce à notre plume, il a sauté de son poste parce qu'il y avait magouille. Vous trouvez aussi un chapitre ici, Thérèse de Faustin Mounene. Le même Faustin Mounene général, oui. Il nous a théorisé à Kananga. En 98, là, quand on relègue Lévi Tshisekedi à Kabé-Kamon, nous avons écrit. Nous, à l'époque, j'étais à la KHRT, Radio Télé Kassai Horizon. J'ai pris le courage de diffuser cette information le matin, quand bien même la RTNC ne l'avait pas diffusée, parce que moi, je l'ai piqué sur RFI. Donc, il y a beaucoup d'histoires d'ennuis et consorts. Même, vous trouverez un coup de gueule de l'ANER dans ce chapitre. Vous trouverez les turpitudes de l'INPC. Même les M23. Vous trouverez tout un chapitre de M23 dans ces livres. Donc, c'est une expérience riche. Quand vous lirez les livres, vous trouverez que c'est 24 chronos. On prend rendez-vous avec Innocent Olenga pour le 23 de ce mois. Ça sera à Campo Hotel. J'espère que vous allez nous fixer les montants. Je ne sais pas, c'est pas si cher. Ici, c'est 23,8 €. Mais nous vendrons ça à 30 $. Très bien. Félicitations à vous, cher Innocent Olenga. Ça, c'est très bien pour que les journalistes puissent écrire et laisser des traces. Je vois encore Moïse Moussangana, à qui je fais un clin d'œil. Patrick Yale, bonjour. Bonjour, Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci. Un mot à Innocent Olenga. Oh, il a vraiment bien trouvé les mots quand il parle de 24 chronos. Parce que même quand il fait ses articles, quand vous lisez la première phrase, quelle que soit la longueur, quelle que soit la longueur de l'article, vous avez envie de finir. Très bien. Donc, je n'ai pas de doute quant à l'attrait du livre. Il est parmi les aînés qui ont une plume, le genre de plume que j'aime, un peu d'ironie, un peu de pamphlet. Un peu de canard enchaîné. Hein. Voilà. Donc, au fait, ça, c'est mon style. Très bien. Merci à vous, Patrick. On va terminer. Un téléspectateur me fait savoir que le son n'est pas bien calibré. Audible. Très bien. Moron Djambé, le message est passé. Allez, les troisième et les tout derniers invités, Gardi. Diana, bonjour. Bonjour Serge Kabou. L'ami de l'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel. L'homme de l'ENAFEP. TENAFEP, ENAFEP. On a eu un grand débat avec vous sur la question. Depuis un certain moment, c'est devenu ENAFEP, mais pour des raisons de référence dans les écrits, les gens parlent très souvent de TENAFEP, juste pour faciliter la compréhension. Est-ce qu'il y a un contenu qui a changé de l'ENA, de TENA à l'ENA? Oui, la sémantique vaut son pesant d'or. C'est un peu, si vous voulez, dans la structure quand on parle d'institut supérieur ou d'université. C'est-à-dire, dans la forme, administrativement, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que cette fois, on passe dans les épreuves évaluatives avec un certain contrôle un peu plus poussé qu'un simple test. Voyez. Donc, à ce stade-là, la sémantique vaut son pesant d'or et je crois que c'est essentiel qu'on puisse... Dénouement erré dans cette année scolaire 21-22, pendant qu'on a commencé avec des grèves, on a commencé avec des déclarations SENCO, pas SENCO, l'église, les écoles conventionnelles catholiques. Dénouement plus qu'heureux.
Je crois que aujourd'hui, les Congolais peuvent voir en face. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Moi-même qui vous parle faisais partie des gens qui estimaient qu'on est allé vite en besogne. Mais après, le dé était déjà jeté. Il fallait continuer de trouver les voies et moyens pour finalement trouver comment maintenir cette dynamique de la gratuité. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, on pensait ne pas être en mesure d'y arriver, mais les choses se font calmement. Et au-delà de ça, la réponse sur quelques questions des effets induits qui doivent emmener vers la question de la qualité, que je rappelle qui n'a pas commencé avec la gratuité, c'est la qualité de l'enseignement. On l'a décrit depuis 1985, après... Depuis la prise en charge des élèves, des parents... Exactement. C'est-à-dire qu'on a introduit un certain nombre d'antivaleurs et qu'aujourd'hui, finalement, les choses vont dans le très bon sens. On ne peut que se réjouir, nous autres qui n'avons pas assez de moyens pour aller mettre des enfants dans les écoles privées où ça coûte très cher. Aujourd'hui, on peut souffler calmement, voir des enfants aller à l'école et en fin de compte, avoir quand même une éducation et on espère que les autres leviers vont aller très vite. Allez, bien merci. Et allez Patrick, vous étiez les premiers parmi les invités arrivés, vous allez ouvrir le bal avec ces premiers thèmes de l'émission. Face aux revendications des pétroliers, le gouvernement cède finalement. On parle d'une légère révision à la hausse du prix de carburant. 4 zones d'approvisionnement, les zones ouest, nord, est et sud. Kinshasa qui est dans la zone ouest. Aujourd'hui, le prix des produits, les super, passe de 2345 à 2495. Les gaz, maintenant, passent à 2485. C'était prévisible. Si, vous l'avez si bien indiqué dans votre introduction, tout ça est consécutif à la guerre russo-ukrainienne. Quelle guerre a des implications en termes de l'offre? C'est-à-dire la demande est supérieure à l'offre. La Russie étant l'un des plus grands producteurs de pétrole, il a approvisionné à peu près à ordre de 30% de la production mondiale. Étant donné que bon nombre de pays ont décidé de se passer du pétrole russe, c'est-à-dire ils se sont tous roués chez les mêmes fournisseurs que le reste du monde. Ce qui fait que, comme je l'ai dit, la demande est supérieure à l'offre par rapport aux pays qui sont producteurs. Et sans oublier que d'autres pays encore producteurs sont toujours frappés d'interdiction d'exportation. Le Venezuela, l'Iran aussi. Donc voilà, c'est cette congestion qui fait que le prix du baril depuis cette guerre ne fait que hausser. Mais ça c'est vraiment pour les gens qui tentent de manipuler les gens. Il faudrait ici rappeler que la RDC applique les prix parmi les plus bas au monde. Très bien. Au monde. Je n'ai pas dit en Afrique, mais au monde. Et ça, c'est grâce à l'effort du gouvernement qui continue à subventionner. Parce que si on laissait faire et qu'on devrait appliquer le juste prix, le prix réel, croyez-moi, on va atteindre les prix qui sont exercés dans les pays comme les États-Unis, la France, où le litre est passé à 2,50 € et même à 3 $ aux États-Unis. L'État prend en charge la subvention. L'État prend en charge la subvention. Je pense même que c'est la moitié. Hein. L'État prend à peu près 2500 francs 2500 en termes de prix. Oui. C'est-à-dire c'est une enveloppe qui avoisine 40 millions par mois. C'est-à-dire on peut beau faire l'opposition, on peut beau tenter de manipuler les esprits, mais à un moment donné, sur certains sujets, il faut faire preuve un peu de hauteur. Parce que les efforts qui sont consentis pour que le prix qui est appliqué ici ne vole pas, comme on l'a vu dans plusieurs pays. Je n'irai pas en Europe et aux États-Unis. Même en Afrique. Même en Afrique du Sud, dans les pays comme le Mali, le Ghana, le Sénégal, ils sont largement au-dessus des prix qui sont exercés ici. Ça, c'était... Mais c'est pas dans les goûts des pétroliers, hein, et ils pensent qu'il faut appliquer les prix réels. Mais tout justement, l'État ne peut pas céder à je dirais pas caprice, mais l'État ne peut pas accéder à cette revendication, parce que ça sera un coup de massue. Ça va toucher au panier de la ménagère. Ça va déstructurer beaucoup de choses. Mais moi aussi, je profite pour dire, la subvention est une solution, je dirais, conjoncturelle.
ça ne peut pas durer ad vitam aeternam parce que les sommes qui sont consenties pour maintenir les prix à l'équilibre, c'est somme toute assez lourd. Voilà pourquoi l'État congolais a décidé d'attribuer 16 blocs pétroliers. Et ce processus va commencer ce 28 et ce 29 juillet. Et là, j'en profite pour... terminez par là. Pour faire un nola par rapport aux compatriotes qui prêtent les flancs aux organismes environnementaux qui nous empêchent et qui veulent nous empêcher de nous servir de nos ressources pétrolières. Vous allez voir, ils sont en train d'utiliser des Congolais pour mettre les bâtons dans le roue sur cette volonté du gouvernement, alors que le gouvernement a pris soin de mettre de côté les blocs pétroliers qui sont dans les aires protégées. Parce que si vraiment l'État voulait se lancer en pleine vitesse, on peut aller jusqu'à exploiter tous les 32 blocs pétroliers. Parce que nous avons une capacité, je dirais, incroyablement. Voilà. Mais, qu'à cela ne tienne, le gouvernement a décidé de mettre à part les blocs où il y a les aires protégées. On a choisi 16 blocs pétroliers, parmi lesquels il y a une partie dans le bassin côtier, une partie dans le cuvette central et une autre partie de blocs se trouve au Graben Albertine. Donc ça c'est une solution, je dirais, à long terme. Et je pense que ceux qui sont patriotes devraient accompagner le gouvernement dans cet effort. Parce que quand nous atteindrons une production qui va dépasser les 4,5% et que nous allons aller, j'espère, dans les 30, 40, 50% de production, à ce moment-là, nous allons nous passer de cette subvention. Parce que nous pouvons, in fine, consommer notre propre produit. Localement. Voilà. Ok. Innocent Olenga, c'est une hausse de 150% et j'espère que ça n'aura pas des effets d'entraînement. 150 francs, bien 150%. 150 francs, voilà, merci beaucoup. 150 francs. Il n'y aura pas, je l'espère bien, les effets d'entraînement. Le gouvernement maintient par ailleurs contre la subvention. C'est à l'ordre de 2 500 francs par litre. Mais exception est faite au carburant d'aviation et des compagnies internationales. Mais c'est quand même... une hausse légère, mais si vous prenez depuis février jusqu'à aujourd'hui, on est passé des 1600, les prix du litre, aujourd'hui, à 2400, presque 2500. Serge Kabon, j'ai atterri hier. Oui. Donc j'ai encore l'odeur de l'Europe sur moi. Oui. J'ai senti ça même quand vous entrez ici. Quand j'ai pris mon taxi pour aller à l'aéroport, j'ai vu les prix de l'essence affichés à des stations d'essence comme ici chez nous. À la seule différence que là, il n'y a pas de pompiers, vous allez vous acheter vous-même par carte bancaire consort. Les prix affichés des super, ce que nous appelons ici essence, est à 8,08 euros. 2,08 euros. Quand vous prenez 2,8 euros, 0,8 euros, ça vous donne, en dollars, ça vous donne 2,16 dollars les litres. Et lorsque vous prenez les 2,16 dollars, vous les convertissez en francs congolais, vous avez 4326 francs congolais. Donc c'est ça les prix que les Européens achètent les carburants, qui sont tout près de l'Ukraine, qui ont des pipelines qui peuvent acheminer. Les Européens n'ont pas la même bourse que nous, hein. Allons doucement. Oui. Allons doucement. Parce que je sais qu'il y a les dizaines de bonnes histoires, les perroquets qui vont en profiter pour tirer sur. Nous, on ne défend pas les régimes. J'ai déjà vu ça dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas derrière les régimes. Nous ne soutenons pas les régimes. Mais les faits restent les faits. Nous sommes objectifs. Nous regardons les faits tels qu'ils se présentent et nous faisons les analyses. Donc, quand en Europe, les prix du carburant, d'où le carburant nous provient, les prix est à 432 francs congolais. 4000 plutôt, 32 000 francs congolais. Donc, il faut vous dire tout simplement que les gouvernements, notre gouvernement, fait un effort pour gérer quand même la souffrance de la population que nous sommes. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, la fois passée, on a tenu encore, lorsqu'il y a eu une légère hausse encore, de 100 francs aussi. Le gouvernement a dit la subvention, cette fois-ci, je pense que c'est déjà fait, mais je doute fort encore, qu'il y a 60% des grands consommateurs. Les entreprises
qui consomment les carburants importés, les carburants qui nous arrivent au Congo. Il y a 60% des grands consommateurs. C'est ça la question, Innocent. Alors, au nom de quoi le gouvernement devrait même prendre en charge la subvention de ces grandes entreprises? C'était une subvention généralisée. Voilà. Mais dans cette généralisation, le gouvernement est perdant, surtout en ce qui concerne les grands consommateurs. Voilà. Donc, les grands consommateurs devraient en principe acheter les carburants à 4323 au prix réel. Au prix réel. Je pense que, parce qu'il y avait un débat là-dessus, il y avait des négociations, j'estime, je pense, parce que je ne suis pas dans cette commission-là, qu'ils ont déjà trouvé un compromis. Alors, raisonnons. De façon que cette charge, la plus-value que les gouvernements auraient à récupérer sur les grands consommateurs, ça peut aider à autre chose dans les dépenses de l'État. Innocent Lenga, je prends juste un aspect dans votre dernier raisonnement. Dites-vous que les grandes entreprises, les grands consommateurs achètent au prix réel. Mais est-ce qu'ils ne vont pas répercuter ça? Est-ce que vous estimez que lorsque... Non, justement. Parce que... Non. Il y aura une répercussion. Je vous donne un exemple. Mhm. Une grande firme de consommation qui fait par exemple les transports de ses biens de Boma ou de Mwanda pour Kinshasa, dès lors qu'il achète les carburants à 4000 et quelques, mais il va prendre le manque à gagner et reverser sur le prix des biens qu'il va, transporter. Cette firme-là... Même le coût de transport qu'il va effectuer. Cette firme-là, c'est perturbant parce qu'elle est importatrice des produits. Elle sait les coûts des carburants. Vous savez, parce qu'ils importent tous. Donc, l'État n'est pas là pour prendre la charge des grands consommateurs qui sont des entreprises. Si on raisonne comme ça, Serge Kabongo, donc l'État n'aura pas de recettes. Ça sera un État Père Noël. À tout moment, qui doit faire des cadeaux, des concessions à des gens. Non. Ce que l'État fait pour sa population qui est pauvre, c'est déjà suffisant. Alors, gare peut-être, bon. On est dans la démocratie. Les gens vous êtes d'avis comme égalité avec les 16 blocs pétroliers, on va se passer des choses qui viennent de l'Ukraine, qui viennent, je ne sais pas moi... Nous avons une potentialité énorme. À long terme. Oui, parce que moi, je me rappelle une fois, quand je suis allé à Torges, c'est dans les territoires de Djougou, où, le sulfureux... Djougou, c'est en Ituri. Djougou, en Ituri. Bon, c'est un territoire que beaucoup de Congolais ne connaissent pas, mais quand ils parlent de Barcelone et consorts, là, ils sont... D'abord, le nom Torges, c'est comme si c'est un nom portugais, et puis... Non, c'est un petit village perdu, vraiment, où il n'y a pas de route. Là, pour y accéder, il faut aller par... Qu'est-ce que vous avez découvert à Torges? Donc, il y a un bloc pétrolier suffisant que l'Ouganda exploite déjà de l'autre côté. Mais nous sommes toujours dans la léthargie. Et si nous mettons ça en exploitation, j'estime qu'on aura résolu complètement les problèmes des carburants ici chez nous. Gardi, prenez l'aspect endogène, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement se bat. Patrick et Innocent l'ont soulevé dans leurs interventions respectives. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas de prendre la subvention. Il y a les opérateurs qui demandent à ce que les prix réels soient appliqués. Le gouvernement n'en veut pas. Le gouvernement n'en veut pas, mais en même temps, le gouvernement ne sait pas régulariser les paiements de trop plein pour que les pétroliers puissent s'approvisionner à temps. Je dis ça à l'entame de l'émission, que ce marché pétrolier n'est pas un marché au comptant, c'est un marché à terme. Vous passez la commande aujourd'hui, on vous livre après 3-4 mois. Il ne faudrait pas que ça touche le système d'approvisionnement de ces pétroliers. Ça, c'est de 1. Mais de 2, vous pouvez vous renseigner, il y a même une mauvaise pratique dans les chefs des pétroliers qui créent la rétention de produits pour faire pression sur le gouvernement afin que le gouvernement puisse rapidement payer les trop-pleins. Merci pour la question, Serge Kabongo. Je crois que les deux questions se lient. Pourquoi ? Il y a un sous-entendu dans la première question sur la deuxième question que vous avez posée. Oui. Le monde des affaires répond à un seul principe. J'aime votre intelligence. Le monde des affaires répond à un seul principe, c'est les intérêts. Pourquoi les opérateurs qui, depuis un certain moment, ont accepté d'un commun accord avec l'État que l'État prenne? Parce que cet État-là, je ne dirais pas l'État Père Noël, comme disait Innocent Lenga, mais l'État providentiel. Savoir constater le dégât au niveau du marché pour éviter toute grogne. C'est-à-dire tenir l'équilibre entre le pouvoir d'achat et la bourse de la population. Cet État-là a déjà trouvé un terrain d'entente. Mais le problème, c'est qu'au regard de la fluctuation du marché, comme vous avez dit, un marché à terme, les opérateurs savent qu'aujourd'hui, ils peuvent tirer beaucoup plus profit. Ils peuvent profiter de ces contextes pour gagner beaucoup plus. Or, ils sont dans une logique qui n'est pas dans la logique de l'État.
on a des accords préalablement définis. Vous ne pouvez pas nous demander de mettre en burn des accords déjà négociés depuis 2 années, juste pour vous permettre de faire des super profits. Ça n'existe pas. C'est ça la grande difficulté chez les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, l'État ne peut pas céder justement à ces histoires-là. Voilà pourquoi je ne veux pas revenir sur ce qui est dit ici. Depuis le mois d'avril, quand il y a eu les premières discussions et la première hausse, on avait dit qu'il fallait revoir cette structure de prix. Et je crois que le gouvernement avait déjà pris l'engagement, cette fois, de déterminer en fait, dans la chaîne de consommation, qui mérite d'être pris en charge, qui ne le mérite pas. Vous avez posé une question très susceptible. Quand vous parlez, est-ce qu'il n'y aura pas répercussion dans le produit? Oui, tout dépend. Par exemple, si parmi le 60% de consommateurs, c'est-à-dire les grosses écuries, il y a les grandes sociétés d'aviation, forcément on aura un coût de plus sur le des billets d'avion. Mais le problème maintenant, c'est qu'avec l'État, puisqu'on a consacré la liberté des prix, c'est de voir à quelle mesure près cette hausse ne dérange pas, justement, n'inquiète pas la bourse de la population. Donc, c'est une question de marché. On ne peut pas être un pays qui vit dans un contexte mondial et, malgré la bonne volonté de l'État, continuer à amortir le choc exogène et ne pas être flexible sur l'évolution du marché. C'est détruire l'État. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudra comprendre que l'État peut vouloir aller dans son sens providentiel, mais en tant que l'État, il y a autre priorité qui permettent à ce qu'on ouvre des brèches de négociation et subir légèrement les fluctuations du marché. Pour ou contre l'applicabilité du prix réel, ou bien pour ou contre le fait pour l'État de respecter les échéances des paiements afin qu'il n'y ait pas perturbation dans l'approvisionnement. Je ne suis pas pour le prix réel parce que j'ai déjà évoqué la raison, c'est que l'État doit tenir compte de l'équilibre social. L'État ne peut pas permettre à ce qu'on applique le prix réel aujourd'hui. Vous connaissez, la structure économique sera sérieusement touchée et affectée. Donc l'État est dans son rôle régalien. On risque d'avoir des crises sociales ici. Justement, l'État est dans son devoir régalien de protéger justement sa population et de permettre à ce que la population vive aisément. Maintenant, sur la question de savoir honorer ses engagements, ma foi, Serge Kabongo, ça fait combien d'années que l'État paye ses subventions? C'est plus de décennies. Mais ce n'est pas à cause d'un simple problème, conjoncturel. Non, le problème des retards. Les retards, je vous rappelle que c'est un marché à terme. Non, mais vous me rappelez que c'est un marché à terme. Oui. Je le sais. Mais le problème, c'est que, est-ce que pour des raisons conjoncturelles, on doit prendre de telles décisions? Ça aussi, c'est une option que l'État doit prendre. C'est un problème conjoncturel qui va passer. C'est pour ça, permets-moi, Serge, de chuter, que nous, on appelle de tous nos voeux cet appel d'offres. C'est vrai que si on devrait prendre l'ensemble de la capacité hydrocarbures de la RDC... Mais il ne faut pas toucher là où il y a des aires protégées. Non, s'il vous plaît. Je ne reviendrai pas, et Patrick et aller à bien évoquer le chiffre. Si on devrait prendre les 33 blocs, on serait 2e en Afrique après le Nigeria, plus que même l'Angola. Les gens le savent, avec une production de 20 millions de barils. C'est ça la grande difficulté. Mais le problème, c'est que justement, tenant compte du respect de l'environnement, on a choisi 16 blocs qui sont en dehors des aires protégées. Je le dis. Des blocs éligibles. Éligibles, papa, éligibles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème n'est pas seulement les ONG de défense de l'environnement. Le problème, c'est qu'il y a des multinationales derrière qui veulent qu'on continue à garder un marché de gré à gré pour qu'elles continuent à nous acheter des blocs pétroliers à des prix vils. Or, aujourd'hui, si la RDC va dans cette dynamique-là, ça veut dire que nous aurons la possibilité de choisir selon le besoin, selon le choix et selon la valeur et la teneur de nos produits. On risque même de couper cette dépendance vis-à-vis. On ne va pas couper, on va réduire. J'ai fait le calcul. Si on produit avec le 16 blocs, au regard de la consommation, on réduira l'influence de 42%. Vous imaginez. Ça veut dire que ça nous permettra à nous de pouvoir... Et l'État, cette fois-là, peut aller encore prendre d'autres dynamiques pour éviter, on peut jouer encore. L'État peut réduire sensiblement sa subvention et le compenser par la production locale. Ça permettra à l'État de gagner et à la population de subir la baisse du prix. Serge, une dernière phrase encore. Une dernière phrase, enfin. Oui, enfin. Oui. Merci. La difficulté dans ces secteurs-là, c'est que malgré les efforts de l'État, pourquoi les gens ne savent pas le voir? Parce qu'en face, les adversaires utilisent une communication anxiogène. Ils jouent sur la peur de gens. Même quand il y a une réalité qui tient du soubassement, eux vont juste jouer sur la hausse, tirant le contexte social. Ouais. Pour ça, la meilleure des choses à faire, l'État doit trouver un moyen d'établir un cadre secteur public-privé. Il faut qu'il y ait un cadre d'échange. Maintenir une communication pérenne. La CCA a voulu aller dans ces dynamiques, on a fait une proposition qui est restée lettre morte. Il faut discuter parce que l'information doit se répercuter. Les plus grands consommateurs, les chauffeurs et les autres conducteurs de véhicules doivent au préalable
bon, qu'est-ce que je dis? Pas le conducteur. Le chauffeur, parce qu'ils sont dans la dynamique économique, doivent avoir un cadre d'échange où qu'ils savent déjà et qu'ils suivent de près l'évolution de choses. Ça évitera ces histoires-là. Il y a du lourd dans ce que Gardi dit. Hein. Oui, et c'est consistant. Justement, vous savez, les environnementalistes risquent de me prendre pour un fou, un insensé. Oui. Bon, alors je leur retourne une question. Dieu, notre Créateur, est-il bête pour qu'il vous mette ce qu'eux défendent, la faune et la flore au-dessus, et il prend les pétroles, il met en dessous. Dieu est-il bête? Une question existentielle, ça. Dieu est-il bête pour mettre la faune et la flore au-dessus et prendre les pétroles? L'or noir, il met en bas. Et les pétroles là doivent rester inexploités toute la vie. Bon, c'est un raisonnement. Merci beaucoup. Innocent Olenga Lumbaye des ScooperDC.net. Merci à Yale et Patrick. Madame, Monsieur, kiosque, voici ces sujets un peu plus politiques qui, je l'espère pas, va certainement diviser les invités sur ce plateau. Néanmoins, parce que chacun aura le temps peut-être d'analyser à sa manière. C'est ces graves révélations du ministre des Affaires étrangères, le ministre Christophe Lutundula, Penepana, à Penepana, c'est comment? Penepala. Penepala. Ouais. C'est-à-dire quoi? L'héritier. Ah. Donc Lutundula, héritier des Apala. Ah, c'est comme moi, Serge Kabongwara Bongombo Achimanki dans Zumba Bilom. Allez, Innocent, les gars, qui ouvre les balles pour ce deuxième et dernier thème de l'émission. Lutundula, Mouyaya, Patrick Katembo devant la presse hier. L'heure était à la restitution. Sœur Gardi Diana, ça valait la peine, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui est de communiqués non signés. On parle d'une feuille de route. Pendant ce temps, c'est une feuille de route qui est relayée par une brève venue du service de communication de la présidence. Du côté du Rwanda, on dit c'est autre chose. Donc, c'est vraiment comme José Nawège a titré hier dans son édito, Tour de Babel, dialogue dessous. Quelle est la version originale? Quelle est la version qui met tout le monde d'accord? Mouyaya et Lutundula étaient quand même à même de dire à la presse congolaise ce qui s'était réellement passé à Luanda. Merci Serge pour la question. Je crois que en suivant le débriefing d'hier, pour moi il n'y avait rien de nouveau. Autour de cette table, on l'a dit des milliers de fois. Parce que dans un contexte de crise entre la RDC et le Rwanda, il ne faudra jamais compter sur l'Ouganda. Il est inimaginable de penser que vous êtes attaqué vers le Rwanda et croire à la bonne foi de l'Ouganda. Je l'ai toujours dit depuis. Quand on a pris Bunagana, les gens ne le savent pas, pour des raisons économiques, c'est avec la bénédiction de l'Ouganda. En fait, le comble est qu'ils prennent le devant, ça c'est vrai, au moins pour une fois ils disent les choses clairement, mais c'est des choses qu'on a passé le temps à dire ici. Quand vous parlez question de la feuille de route, je crois que cette feuille de route-là, même autour de cette table, personne n'est capable de certifier quelles sont les bonnes résolutions finalement. Parce que d'une part... On n'a pas vu la feuille de route. Mais chaque service évoque la feuille de route. Mais justement. Non, la feuille de route dit on va se réunir les 12. La feuille de route dit il faut cessation des hostilités immédiates. La feuille de route dit il faut relancer les mécanismes, la commission mixte. Mais où est la feuille de route? En réalité, je crois que quand on parle de la feuille de route, il y a intention. C'est-à-dire la feuille de route a été établie, mais il n'y a pas encore... Verbal, une feuille de route verbale, intentionnelle. Établie, mais le problème c'est que la feuille de route ne met pas d'accord l'ensemble de parties. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller dans le sens de pouvoir vulgariser. Il y a encore des négociations. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez, il y a des rencontres encore projetées. C'est là pour discuter. Parce que mais chacune des parties, pour ne pas vous couper, chacune des parties tire les bons côtés du côté de cette feuille de route intentionnelle que nous n'avons pas vue et l'exploite à sa guise. C'est ça. Je serai à leur place, je ferai la même chose. C'est ce qu'on appelle l'approche communicationnelle. Mais c'est-à-dire c'est un tohuboï, c'est un marché de dupes. Non, ce n'est pas un tohuboï, Serge Kabongo. Voilà l'approche dans les questions d'ordre institutionnel. On va dans une discussion interétatique. C'est-à-dire qu'on établit une feuille de route avec la médiation des autres pays étrangers, mais que finalement la feuille de route dans certaines dispositions ne met pas tout le monde d'accord. Oui. Chacun essaye de faire voir l'opinion, son point de vue. Là où il a gagné. Chacun va communiquer sur ce qu'il a gagné en espérant que ces points de vue prennent le devant sur l'autre et que lorsqu'on ira dans la deuxième négociation, finalement, qu'on juge du pour et du contre de chaque approche. Donc en réalité, il ne faut pas leur tenir rigueur, ils font leur travail. C'est-à-dire que faut dire ce que nous on veut, il ne faudra pas communiquer sur base de ce qui nous dérange nous.
On ne pouvait pas s'éterniser en Angola, mais au moins, le fait qu'il y a déjà des dispositions, les intentions, les besoins... Mais qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous fait croire que ce qui vous arrange dans cette feuille de route sera exécuté de bonne foi de l'autre camp? Non, rien ne fait croire. Voilà. C'est pour ça que vous verrez... C'est ça. Non, justement, c'est pour ça qu'il y a cette guerre médiatique. Et vous dites ici que non, victoire diplomatique, on a gagné. Mais qu'est-ce qui vous dit? Parce que 24 heures après, le compte rebours a commencé. Aussitôt, vous avez fini cette histoire de Luanda. Aussitôt, l'attaque a commencé. Serge, en quoi il y a eu victoire? Serge, la communication est un allié important du lobbying. Ce qu'ils font, c'est en quelque sorte du lobbying médiatisé. Oui. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que de l'autre, chaque parti peut perdre dans le... Mais les faits sur le terrain ne jouent pas en notre faveur. Les faits sur le terrain rattrapent les partis. Permets-moi, les faits sur terrain sont des faits qui nous dérangent, nous particulièrement, parce que c'est nous qui subissons. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, le problème, c'est comme j'ai dit, on peut toutefois faire la guerre en menant des discussions. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'approche diplomatique et l'approche belliqueuse. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est notre branche. Donc, justement, maintenant, c'est de ces côtés-là, les autres qui sont reliés font leur travail. C'est-à-dire, la guerre médiatique, il ne faudra pas oublier que le Rwanda que vous voyez aujourd'hui, depuis un certain moment, a mené un lobbying et a fait une communication très agressive et intensive. On est tous pour dire ici que, finalement, la RDC ne communique pas assez. Ce qui fait que sur la place, sur le marché international, l'espace international, le Rwanda, qui est le bourreau, finit par se faire passer pour la victime, en fait. Je suis un peu désabusé que ça sorte de vous oui. Qui avez fait la communication, vous avez été dans les grandes académies de communication. Oui. On ne communique pas sur des choses qui n'existaient pas. Non. La communication ne résout pas tous les problèmes. Serge Kabou. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a une communication gouvernementale ici pour dire Bunagana est récupéré, il faut dire ça, tout le monde a dit ça. Nous qui disons que jusque-là, on n'a pas encore l'info, l'armée n'a pas communiqué, le gouvernement n'a pas communiqué, on nous a traité d'être des pro-rwandais. On a vilipendé Élisée Odia et tous les autres. Mais jusqu'aujourd'hui, Bunagana, la communication ne résout pas tout. Il ne faut pas mentir au nom de la communication. Serge Kabongo, je vous demande de vous apaiser. Pourquoi? Parce que ce que vous dites là, c'est une faute. Ne prenons pas dans le sens général. Je suis ici dans l'approche de la communication diplomatique. Okay. C'est-à-dire qu'on ne prend pas dans le général. La présidence, ses services commettent de bourdes, ça on est d'accord, on le dit souvent. Mais essayons de circoncire les choses. Ici on est dans une approche, dans un contexte diplomatique. À ce stade ici, ils disent des choses écrites noir sur blanc. Ce qu'ils disent, c'est ce qui est écrit dans la feuille de route. Mais les dispositions telles que présentées par la médiation n'arrangent pas tout. Ça veut dire qu'il faut modifier, mais chacun essaye de matraquer sur les besoins voulus dans cette disposition. Donc en quelque sorte, aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre diplomatique, il faut qu'il aille, ça aille dans ce sens-là. Mais dans le fond, tout dépend maintenant de comment on mène le travail dans le fond pour attirer la majorité de nos pairs vers nous afin qu'on trouve gain de cause. Il ne suffit pas de communiquer, mais dans le fond, il faut faire un travail de fourmi et j'espère que c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, en gros, sur ce qui s'est passé là, on n'a pas encore une disposition définitive. Les deux parties se sont séparées sans vraiment être d'accord sur le terme tel que défini là. Maintenant, il faut revenir pour trouver. Mais au-delà de ça, je dirais à la République démocratique du Congo, particulièrement au chef de l'État, il ne faudra pas que nous tombons, et ça c'est une vérité, il ne faudra pas qu'on croie à la bonne foi de ce gens-là. Il ne faudra pas qu'on établisse une paix qui aura comme sous-bassement la volonté des autres États de la sous-région. L'approche militaire, pour moi, reste l'approche très prioritaire maintenant. Non, quand vous regardez même les mentales du président de la République, il est presque sur ça. Exactement. C'est-à-dire que vraiment, il faut les petits détails. On voit dans les petits détails, on va jusqu'au bout de la démarche. Quand on se rendra compte que finalement, on ne sait pas trouver un compromis, on va aller dans cette approche. Et il aura le soutien de nous tous, particulièrement de moi. J'ai suivi le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, dire que le Rwanda avait plus insisté sur les dégels des relations diplomatiques, mais aussi la reprise de la coopération en termes commerciaux et économiques. Lutundula a dit niet, dès lors que sur le terrain, Kinshasa ne va pas estimer qu'il y a des lignes qui ont bougé, ça ne sera pas pour bientôt. Permettez-moi, j'espère que vous allez de solliciter qu'on rallonge le temps parce qu'il y a beaucoup à dire. Allez-y, Patrick. Le Rwanda nous fait cette guerre depuis 24 ans. Nous le savons, la communauté internationale le sait, mais le nie, ne le reconnaît pas. C'est depuis le 2 août 1998 que le Rwanda nous fait cette guerre à travers les proxys, CNDP, M23, RCD, patati patata. Et je pourrais même dire, même l'AFDEL. C'était un proxy du Rwanda. Ouais. C'est pour la toute première fois, en suivant une chaîne internationale, France 24 en l'occurrence, où je vois comme titre « Cessez-le-feu entre le Rwanda et le Congo ». Mais les gens qui se posent la question de savoir où est la victoire diplomatique,
Mais vous n'avez pas Dieu pour voir ça. Vous n'avez pas Dieu pour voir que le Rwanda est enfin démasqué et que ces pays qui couvrent le Rwanda ont titré, parce qu'on peut tout dire, mais on sait que la France a une position victimaire vis-à-vis du Rwanda. Qu'est-ce qui a mérité à cette victoire selon vous? Qu'est-ce qui a milité? Non, la victoire n'est pas selon moi. La victoire est de fait. Parce que la guerre que nous mène le Rwanda, aux yeux du monde, on disait que ce sont des rébellions. Qu'est-ce qui a milité à ça? C'est des mesures de rétorsion économique? Qui a fait que la guerre de mais les gens oublient. Combien de fois Kagame s'est plaint de l'état de siège? Ah oui. Vous pensez que ce monsieur, il a pris la parole pour s'indigner, s'offusquer plus d'une fois de l'état de siège? Kagame et le Rwanda sont asphyxiés depuis un bon moment. Si ceux qui suivent la bourse, ils peuvent constater que tant en termes de minerais, que tant en termes d'autres ressources, le Rwanda est en train d'être asphyxié. C'est ça les rapports de force aussi. Oui. Mais le rapport de force est sur plusieurs champs. Je veux maintenant répondre aussi à une autre question. Je remonte le temps, le souvenir. Guerre Vietnam-États-Unis. Mais les Américains perdent au Vietnam. Mais quand vous mettez les radios, les chaînes américaines, on ne diffusait pas les pertes que subissaient les Vietnamiens. Même les films. Congolais. Pour ne pas démobiliser. Il n'y a que les Congolais où tu peux voir un Congolais être fier, être content de la défaite de son armée, de partager, de le relayer. Mais ne dites pas aux journalistes de mentir. Non, Serge Kabongo. Il faut faire la différence entre les zélés et la voix autorisée. Quelle est cette voix autorisée qui avait dit qu'on a récupéré Bunagana? Ce n'est pas pour autant que quand il y a des zélés, pour se faire plaisir, affirment des choses qui ne sont pas vraies, que vous avez des journalistes, je ne citerai personne, qui font la promotion de l'agresseur. Mais c'est encore une digression, je ne sais pas si vous en avez parlé. Vous avez même notre chef religieux catholique qui prend l'outrépudence. Je pèse mes mots. Vous pouvez vous imaginer en cet instant un chef religieux ukrainien vanter les mérites de Poutine. Vous pouvez l'imaginer. Ça, c'est des crimes de lèse-majesté. Donc, il n'y a qu'ici au Congo, où on a je ne sais de quoi, où vous avez des personnes, leaders d'opinion, qui se donnent le luxe, d'abonder dans le sens de l'ennemi en temps de guerre. En temps de guerre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que quand vous suivez les médias rwandais, ou soit la version rwandaise, nous sommes journalistes, nous devons équilibrer les faits, même si nous restons nationalistes, ou je ne sais pas moi, patriotes. De l'autre côté, on dit que cette histoire, je ne sais pas si vous avez suivi les M23 aujourd'hui ou hier, cette histoire de Kampala, de Luanda ne nous concerne pas. Mais comment expliquer, c'est une crise, comment ça change de M23, maintenant Kinshasa commence à discuter directement avec Kigali? Mais dans votre question, dans votre question, vous avez la réponse. Et vous donnez une réponse éclatante à la victoire diplomatique qui a été réussie de fort belle manière. Mais aussi, j'ai vu des réactions quand on a montré l'incise du chef de l'État s'adressant, parlant des revendications du M23. Mais Serge, quand on parle du M23 et que l'on voit M. Kagame et que dans la conférence de presse, le chef de l'État, subtilement, ne s'adresse pas à Kagame, mais s'adresse au M23 pour dire, mais amenez vos revendications. Ne comprenez-vous pas que c'est un syllogisme qui s'adressait à Kagame pour dire, mais vous êtes là, dites ce que vous voulez. Dites à la face du monde ce que vous voulez. Il ne s'adressait pas à M23, il s'adressait à Kagame, qui est en réalité, comme ça a été révélé, l'auteur, je dirais, plus qu'intellectuel, de la fabrication du M23. Maintenant, pour répondre à une question, depuis la disparition de Mobutu, le Zaïre a perdu le leadership. Ce leadership a été ramassé par le Rwanda, par l'Ouganda, et aucun de ces pays ne veut voir le Congo se remettre. Et M. Lutundula l'a dit de fort belle manière. Cette guerre, c'est une guerre qui nous oppose contre le Rwanda, mais aussi cette guerre nous oppose entre l'Ouganda. Alors, les révélations de James Kabarebe, c'est pour nous pousser à créer encore une inimitié avec l'Ouganda. Comme ça fera des ennemis de plus, ou bien c'est vraiment des révélations sincères pour un partenaire qui vient nous dire, voilà, à part nous, peut-être, il y a aussi un autre voisin. Non, mais c'est-à-dire quoi?
Ces révélations, je ne dirais pas que c'est... Carly a dit que c'était connu d'avance. Non, mais c'est connu d'avance. Oui. Les intérêts, comme on le dit, les pays n'ont que des intérêts. Le Rwanda, en réalité, a un problème avec une coopération économique qui était mise en place entre l'Ouganda et la RDC en fonction d'une route d'intérêt économique. Les corridors qui passent de Kassindi, Beni, oui. tout ça. La matérialisation et l'effectivité de cette route va créer encore beaucoup d'asphyxie économique au Rwanda. Il ne faut pas qu'on se laisse leurrer par les intérêts des uns et des autres. Merci, il faut que la RDC, de façon bilatérale... On est sur la bonne voie? Vous le pensez? C'est pas suffisant. Seul l'avenir nous pourra le dire. C'est pas suffisant. Hein. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. On a avancé, mais il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Très bien. Merci beaucoup. Il faut relancer la commission mixte RDC. Mais j'ai appris ce matin, Lutundu l'a disait encore lors de ses briefings, qu'il n'y a plus question, c'est des répétitions. Hein. Bon, il réaffirme la position de Kinshasa, pas d'intégration, pas de mixage, plus question de brassage, pas de reconnaissance des grades, c'est fini, c'est l'autodestruction de l'armée. Voilà. Alors, bref, Kinshasa négocie directement maintenant avec le Rwanda. Mais c'est quand même grave, quand ça sort de la bouche du patron des affaires étrangères, l'Ouganda, Yoweri qui appelle Tshisekedi pour lui dire, Kagame et moi, on est capable de t'obtenir un cessez-le-feu. Serge Kabongo, le Tundula n'a pas fait des révélations qui puissent nous ébranler ou nous surprendre. Déjà le 14 juin 2022, Scoop a écrit, sous la plume de Badin Wetungani, nous avons titré Invasion des Bunagama. L'Ouganda, donc par l'armée rwandaise, l'Ouganda plutôt, un allié hypocrite et traître. C'est un article produit il y a un mois des Scoop RDC. Un allié hypocrite et traître. Donc ce n'est pas nouveau. Mais c'est que le Tundula a révélé. Parce que moi j'étais à ces briefings-là. J'ai assisté jusqu'à la fin. Le Tundula a posé aussi une question. Pourquoi les Rwandais, ce que James a dit là, pourquoi ils ne le disent pas lorsqu'ils sont ensemble? Par exemple, lorsqu'ils étaient à Nairobi. Il semble qu'ils ont refusé que ça soit couché parmi les points à la fin de non, non. Tant que Patrick Azali, tous habitants sur trois, Serge, yo le bagage ngai, Patrick P Azali. Mais nga Azali, Patrick Azali, c'est Serge, Patrick quoi la paix. On veut te bien, même si nous sommes bien, ok, c'est pour ça la dernière phrase de Tounou là. J'ai beaucoup aimé sa conclusion hier. C'était pas en français. C'est un bon parleur de français. Mais le bien on a lingala, alobi tokolongwa. Donc bitumbo na fond nyonso, token la diplomatie, token na manduki, yambala oyo toza déterminé. Donc ne toza la kanda siko. On est comme mutabeta mi ko nyonso jumo lobi lelo sisara aranga. Bomanga kaka et inda. Et avec cette détermination bomanga. Donc la personne en face de vous n'aura plus de force. Mais pourquoi il y a Boumanga barré? Jamais. Parce que toujours on a dit avec la dernière énergie. Non, non, il faut toujours commencer par la première énergie. Vous sautez toujours la dernière. La dernière énergie là, elle est fatale. Donc quand on la sort, c'est pour achever. Donc lorsque nous allons aller au Rwanda, je vous ai dit sur ce plateau, et je le répète encore aujourd'hui, j'ai déjà dit ça plus de 4 ou 5 fois, nous marcherons sur Kigali. Je sais ce que je dis. La communauté internationale va s'interposer. On s'en fout de son hypocrisie et de sa fourberie. Très bien. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur. C'était monsieur Innocent. Vous savez, vous m'avez donné cet ouvrage une fois. Mais il y a Maître Hervé Diakessé qui l'a pris. Non, mais quand on produit comme ça, on a besoin que l'on soit lu. Oui. Donc je ne peux pas hésiter à vous les redonner. Ah, voilà. Merci. Maître Hervé Diakessé. Voilà. Je viens de me procurer cet ouvrage, Innocent Olenga, 20 ans de marche sur le œuf. Moi, je suis déjà à la moitié. Les parcours des combattants d'un journaliste congolais. Je vis encore qu'il y a un confrère, Jessica Bassel de la RTNC, qui faisait un voyage dans l'avion. Il lisait cet ouvrage, il a fait la capture pour m'envoyer pour dire, voilà, même dans les airs, je prends le temps de lire Innocent Olenga. Merci. Merci à vous. Vous attendez mon livre. Mais rendez-vous le 23. Allez, merci pour beaucoup. Ceux qui veulent l'acheter pour la première fois, nous serons à Campo Hotel. Venez, les jours de vernissage.
Je ne saurais pas envoyer les invitations à tout le monde. Je connais beaucoup de gens. Vous vendez en francs congolais, ne vendez pas en dollars. Il faut Non, dédollariser l'économie. Nous, c'est en francs congolais. Oui, on se connaît bien dans ces pays. L'équivalent des francs congolais, vous venez avec 60 000 francs congolais, vous prenez les livres. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis en bien, hein, pas en mal, pendant toute la semaine, du lundi au vendredi. Merci aux confrères qui nous témoignent de vraiment leur gratitude. On réveille les confrères chaque matin pour venir, c'est pas facile. Je vous dis grand merci. Pour ceux qui sont absents, à leur nom, je vous dis grand merci. À toute l'équipe technique, on a maintenant 3 caméras humaines. On a Karine et CD cadette, mais aussi Héritier. Bonjour Héritier, vous allez bien? Il faut saluer votre épouse. Hein? Vous êtes marié? Pas encore. Déjà. Hein? Elle s'appelle comment? Merveille Nonga. Clin d'œil à vous, très chère maman. Il faut libérer Héritier. Attends, il est toujours en retard comme Moro, c'est pas bien. Prenez rendez-vous avec ces mags en rediff. 18h juste. Les directs, ça sera lundi. J'espère que je serai là en tout cas. J'ai pris des pour que